belle histoire d'amour. Merci. Donc d'abord, avant de démarrer je ne sais pas si vous m'entendez, sinon je peux gueuler plus fort. Hein. D'abord, avant de démarrer, je voulais remercier Fabrice et le conseil scientifique de me permettre de parler à cet événement extraordinaire que sont les 60 ans de Cargèse. Alors d'abord, en tant que Corse d'origine, je suis évidemment extrêmement sensible à la présence d'un institut de cette nature en Corse. Et à titre personnel, et évidemment en tant que scientifique, comme je suis sûr presque tous les membres de cet auditoire, Cargèse a vraiment profondément impacté ma vie, ma carrière scientifique. Et je veux rendre hommage à l'école organisée par Benoît en 90, qui a été la première occasion où je suis venu à Cargèse. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Phil Anderson, Duncan Haldane, Anatoly Larkin, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai une mission. Alors Fabrice ne m'a pas donné le titre, c'est moi qui lui ai donné, mais par contre il m'a donné une mission totalement impossible. C'est de vous parler de matière condensée, d'atomes froids. Moi je pensais qu'il y aurait quand même quelqu'un qui allait vous faire un peu d'optique quantique ici, mais rien. Donc j'ai prévu un talk de 3 heures, hein. J'espère que vous avez le temps. Et on va essayer on a dit que tu finirais tout seul. De parler de ça, voilà. Alors la question qu'on va essayer de discuter pendant ce talk, c'est est-ce que finalement entre la matière condensée et les atomes froids, on a ou on n'a pas une belle histoire d'amour qui s'est développée il y a à peu près une vingtaine d'années. Je vais démarrer évidemment avec la matière condensée. Comme je vais vous parler de travaux qui couvrent un spectre extrêmement large, je ne vais pas vous donner la liste habituelle des collaborateurs, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous donner une photo du groupe à Genève. Si vous voulez en savoir plus sur les activités du groupe, n'hésitez pas à aller voir le site web. Alors ça, c'est la version confinée d'il y a à peu près un an. Et je me réjouis à l'idée qu'on va reprendre une photo de famille, j'espère quand je reviens de cette conférence, cette fois-ci en plein air, tous ensemble et sans masque. Alors, quelle est l'idée? L'idée, comme vous l'avez vu dans les 2 talks précédents, c'est que les matériaux jouent un rôle extrêmement important dans notre société. Il y a des époques entières de l'humanité qui ont été nommées après un matériau. Vous avez l'âge du cuivre, l'âge du bronze, etc. Et pour vous donner un exemple de l'importance des matériaux, vous connaissez tous ce machin-là, enfin je ne sais pas si vous le connaissez sous cette forme-là, c'est le tube à vide. Et le tube à vide était quelque chose d'extrêmement important pour concevoir des ordinateurs. Voilà une image de l'ENIAC, qui est un ordinateur conçu en 1947. Et je vais vous donner la prédiction, c'est aussi pour montrer la puissance des prédictions sur le futur, la prédiction qui avait été faite par un journal tout à fait sérieux, qui est un peu l'équivalent de Scientific American, qui est Popular Mechanics. Alors si vous avez du mal à lire dans le fond, ce qui est écrit, c'est « Where a calculator on the ENIAC is equipped with 80,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computer in the future may only have 1,000 tubes and weight only 1,5 tons. » Alors, vous voyez que la prédiction est tout à fait correcte, hein, il n'y a pas de problème. Et la raison pour laquelle cette prédiction est tout à fait correcte, c'est parce qu'il y a eu 3 pingouins dans un laboratoire, que sont les laboratoires Bell, qui ont inventé le transistor. Et donc, si on devait donner un âge du XXe siècle, le XXe siècle, c'est l'âge du silicium, et c'est clair que ça a complètement transformé nos vies. Et du coup, il y a toute une activité en matière condensée qui est de comprendre et prédire, et vous avez eu des très beaux exemples dans les 2 talks qui précédaient, les propriétés des matériaux. Alors juste pour positionner par rapport au talk magnifique que vous avez entendu plus tôt en début de semaine, je veux quand même souligner qu'il s'agit d'une vraie frontière de la connaissance, parce qu'on pourrait se dire, après tout, les matériaux, l'équation de Schrödinger, elle est connue. Bon, si vous voulez vraiment, vous pouvez utiliser l'équation de Dirac, mais après tout, est-ce que ce n'est pas un boulot d'ingénieur plutôt qu'un boulot de chercheur? Alors, quand on regarde un peu les échelles d'énergie et de distance, il y a clairement l'infiniment petit, qui est une véritable échelle, une frontière de la connaissance. Vous descendez, vous essayez de connaître les lois élémentaires. On a eu un talk magnifique sur le quark B, où on voit qu'il y a peut-être des problèmes de ce côté-là, et en tout cas, il faut chercher pour aller plus loin de ce côté-là. On a eu un talk magnifique sur les ondes gravitationnelles, qui montre que si on remonte à des échelles infiniment grandes, il y a à nouveau une frontière de la connaissance ici, et il faut tester les lois. Et moi, je suis coincé entre ces 2 échelles, donc il n'est pas question d'aller vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand, mais par contre, il y a un axe qui est perpendiculaire, et qui est l'axe de la complexité.
qui est le fait que vous connaissez très bien les lois à peu de particules, et c'est aussi quelque chose que vous avez vu dans le talk de Bérengère sur la turbulence, par exemple. Vous connaissez très très bien les lois de Newton dans ce cas-là, et pourtant, parce que vous avez plein de degrés de liberté couplés, eh bien, il y a des choses que vous ne comprenez pas qui se développent, et ça a été résumé dans une phrase qui est magnifique, qui a été donnée par Phil Anderson, qui est d'ailleurs venu un certain nombre de fois à Cargèse, qui est « more is different ». Ce n'est pas seulement que c'est plus compliqué, mais vous avez toute une nouvelle physique qui est capable d'émerger du couplage de ces degrés de liberté. Alors, si vous êtes dans un matériau, juste pour donner l'idée, vous avez 10 puissance 23 degrés de liberté qui sont couplés, hein, c'est-à-dire vous avez dans un millimètre cube de matériau, vous avez plus que le nombre d'étoiles dans l'univers, enfin, whatever that means. Donc, c'est compliqué. Vous avez un machin qui est fermionique, donc qui doit être complètement antisymétrisé. Donc, vous avez une intrication entre 10 puissance 23 électrons. Donc, même les électrons libres sont compliqués. Vous avez une fonction d'onde qui doit être permutée et antisymétrisée. Et le résultat de tout ça, c'est une physique merveilleuse avec des phénomènes nouveaux, la transition ferromagnétique, qui est évidemment importante pour stocker de l'information, la supraconductivité, et vous avez entendu d'autres choses, les féoles quantiques fractionnaires, le gap de Laughlin, etc. Donc tous ces phénomènes sont dans des systèmes corrélés à 10 puissance 23 particules, et à nouveau, on a entendu parler des effets de corrélation dans le graphène, là, juste avant, qui sont extrêmement important. Alors, comment ça marche en pratique? Si vous vous souvenez de vos cours de physique des solides, ce qu'on vous explique, c'est les électrons libres. Et là, ça va, on sait faire, on écrit des déterminants de Slater, c'est simple. La physique d'électrons libres, c'est simple. Le problème, c'est que si vous regardez même un matériau simple comme l'aluminium, et que vous mettez un chiffre sur l'interaction coulombienne, parce que vous ne pouvez pas enlever la charge des électrons dans un solide, vous mettez un chiffre sur l'interaction coulombienne dans l'aluminium, et bien vous trouvez que la force typique de cette interaction, c'est 10 000 Kelvin, c'est-à-dire la même énergie typique que l'énergie de Fermi de l'état, le dernier état occupé pour les électrons libres. Et donc ça vous dit instantanément que normalement, si vous voulez décrire un matériau réaliste, tout ce que vous avez appris sur les électrons libres devrait partir à la poubelle. Et vous devez résoudre le problème de 10 puissance 23 particules en interaction. Et alors, c'est un cauchemar. Et on n'aurait jamais rien fait en solide s'il n'y avait pas eu ce monsieur, qui est Lev Landau, qui a sorti une théorie absolument géniale, pour laquelle il a eu le prix Nobel d'ailleurs, qu'on appelle les liquides de Fermi. Donc les liquides de Fermi ne sont pas dus à Fermi, mais à Landau. Comme les liquides de Luttinger à Hände ne sont pas dus à Luttinger, mais à Haldane. Ce que dit la théorie des liquides de Fermi, c'est quelque chose d'extrêmement merveilleux. C'est, vous mettez les interactions, mais à la fin, il y a des excitations qui ressemblent à des particules libres. Le seul prix à payer, c'est que vous changez leur masse. Alors, le changement de masse, il est dur à calculer, il peut être assez faible, 1,2, 1,3, il peut être gigantesque, il y a des matériaux qu'on appelle les fermions lourds, où le changement de masse est un facteur 1000 par rapport à la masse de l'électron, mais une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de le calculer, vous le mesurez. Et une fois que vous avez fait ça, Landau vous dit, vous pouvez oublier les interactions, considérez ça comme des particules libres. Et alors ça, évidemment, ça a débloqué toute la physique des solides, parce que maintenant, vous pouvez faire les calculs ou penser en termes de particules libres. Et ça a donné, les enfants des liquides de Fermi, c'est quoi? C'est le transistor, parce que en analyse avec un électron, ce que vous a présenté, ce que vous avez entendu dans le talk précédent, c'est qu'il y a des semi-conducteurs, des isolants, des métaux. Tout ça, c'est une vision à un électron. Et du coup, vous inventez le transistor. Et voilà, j'ai mis les prix Nobel pour le fun. Vous rajoutez à ce que normalement devrait être une interaction monstrueusement répulsive, une toute petite interaction attractive qui est due au couplage électron-phonon, et vous jetez l'interaction répulsive, qui ne sert à rien, qui change juste la masse. Mais l'interaction attractive, elle vous donne la supraconductivité. Et vous trouvez la théorie de la supraconductivité, BCS. Alors, il n'y a pas eu que BCS, hein, ça a suivi l'effet Josephson, etc., etc. Et plus près de nous, vous regardez le transport dans des multicouches, et ça vous donne la magnétorésistance géante qu'à nouveau vous interprétez avec une vision à une particule. Alors j'ai choisi ces exemples à dessein parce que c'est non seulement des grandes découvertes fondamentales, mais dans chacun des cas, c'est des découvertes qui ont complètement changé nos vies.
Le transistor, bon, j'ai même pas besoin d'en parler, hein, je ne ferai rien sans le transistor ici. La supraconductivité, ben, toutes les machines d'IRM que vous trouvez dans les hôpitaux ont des aimants supraconducteurs dans lesquels il y a un courant qui tourne éternellement, qui a été mis à la fabrication. Et la magnétorésistance géante, ça a servi au stockage de l'information dans un certain nombre de dispositifs produits par une compagnie dont je n'ai pas besoin de dire le nom. Voilà. Alors ça continue. Vous avez entendu parler du graphène. Une grande partie de la physique du graphène, c'est des propriétés à un électron. Je vous montre ici un papier récent sur des supraconducteurs. Alors, c'est un tartampionate de stromphonium, on s'en fout un petit peu ce que c'est. Mais regardez, c'est un supraconducteur qui est à température ambiante. Bon, alors, il est sous 267 gigapascales de pression, hein, ça c'est un petit détail. Mais c'est un supraconducteur qui est à température ambiante et qui suit la théorie BCS très gentiment. Donc, voilà. Donc, il y a toute cette famille des liquides de Fermi. Le problème, c'est que si vous voulez aller plus loin, c'est compliqué. Et si vous voulez faire les matériaux du futur, c'est-à-dire des matériaux qui peuvent prendre de la chaleur, la transformer en courant, prendre de la lumière, la transformer en courant, etc., eh ben, vous devez coupler les degrés de liberté de spin, les degrés de liberté orbitaux, les degrés de liberté de charge. Et c'est très difficile d'imaginer que vous êtes capable de faire ça sans les interactions. Donc, on a pressé le citron du liquide de Fermi autant qu'on pouvait. Et maintenant, ben, à part mélanger tout ce qu'on peut dans la table périodique et espérer qu'il va sortir quelque chose par miracle, si on veut avancer un peu dans la recherche des matériaux, on a besoin de comprendre les interactions. Et là, on est très mal. Et ce qui vous dit qu'on est très mal, c'est la simple dénomination des systèmes où les interactions jouent un rôle important, c'est les non-liquides de Fermi. Et comme disait mon collègue Boris Altschuler, si les fruits, vous les appelez des non-bananes, ça veut dire que vous ne savez pas grand-chose sur les fruits. Et bien là, on est pareil. On ne sait pas grand-chose sur les non-liquides de Fermi. On est un peu coincé. Et voilà. Ben, comment est-ce qu'on peut étudier ça? Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et je vous montre un exemple des supraconducteurs à OTC, dont vous avez déjà entendu parler, les composés IBAQO. Alors, la famille des supraconducteurs à OTC a été trouvée en 86 par Bettenhorst et Müller. On ne sait toujours pas comment ils marchent. Hein. On est 30 ans après, on ne sait toujours pas comment ils marchent. On est en bonne compagnie. Hein. La théorie BCS, il a fallu 46 ans après la découverte expérimentale pour trouver. Ça donne aussi une idée de l'échelle de grandeur d'une découverte importante. Hein. Ce n'est pas 4 ans comme les politiques voudraient, c'est plutôt un facteur 10. Voilà. Mais donc les supraconducteurs, alors vous avez une espèce de cochonnerie là, qui est pas belle, qui est tout racaproute, et vous regardez ce qu'il y a dedans, c'est effroyablement compliqué. Vous avez du cuivre, de l'oxygène, de l'yttrium, du barium, du tartampionum, etc. Enfin toutes ces choses-là. Et donc ce que vous faites quand vous êtes un théoricien de la matière condensée, vous allez de la réalité à un modèle simplifié. Alors, on sait que ça ne marche pas en chimie, mais en physique, on peut espérer que ça marche. Et donc, vous prenez le matériau, puis vous dites, ce qui est important, c'est les plans cuivre-oxygène à l'intérieur du matériau. Donc, je vais écrire un modèle à 3 bandes, parce qu'il y a un cuivre et 2 oxygènes par cellule unité. Et alors, c'est compliqué, parce qu'il y a déjà 3 bandes, il faut les hybrider, il y a les interactions sur le cuivre, sur l'oxygène, etc., etc. Alors après, la communauté commence à s'entretuer pour dire « je peux passer du modèle à 3 bandes au modèle à 1 bande, non, je ne peux pas, etc. etc. » Et donc ces modèles, le problème, c'est qu'ils sont encore trop compliqués pour les résoudre. Donc vous n'avez pas de méthode systématique pour passer de votre modèle simplifié à la solution. Donc vous n'êtes jamais certain si, quand vous ne trouvez pas ce que vous voulez, c'est parce que votre modèle était faux, ou simplement que l'approximation que vous avez faite pour résoudre votre modèle, vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi, essentiellement. Alors, ça donne des conférences, des fois, un peu tendues. Alors, l'autre question, c'est d'identifier toutes les références cinématographiques qui sont dans ce talk. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher. Bon, là, c'est assez facile, hein, quand même. Voilà, donc il y a du sang sur les murs qui est en train encore de sécher dans les salles de conférence. Alors, à Cargès, on n'a perdu personne, je crois. Personne n'a été noyé. Il n'y a pas de mur. Voilà, voilà. Disons, il y a des conférences assez tendues parce que finalement, ça devient des débats religieux. Mon modèle est meilleur que votre modèle, mais de toute façon, je ne peux rien calculer dessus. Donc,
Alors, je vous en donne un. Si vous avez un petit moment, là, un petit quart d'heure pendant le repas, n'hésitez pas à le résoudre. Et puis surtout, si vous le résolvez, envoyez-moi la solution. Hein, je serai ravi de la publier. Non, non. Voilà, donc c'est le modèle de Hubbard. Donc c'est un modèle, on a le même âge en fait. Donc très simple. Vous avez un réseau très simple, carré. Mettons, hein, vous pouvez prendre une autre forme de réseau. Vous avez des particules quantiques qui peuvent sauter d'un site à l'autre, donc par effet tunnel allant d'un site à l'autre. Et vous mettez l'interaction la plus simple que vous pouvez trouver sur ce machin. Deux particules se repoussent, ou s'attirent si vous voulez, mais disons, on va dire se repoussent, si elles sont sur le même site. Alors le principe de Pauli vous interdit de mettre deux particules avec le spin-up sur le même site ou spin-down sur le même site, donc il n'y a que la possibilité d'une particule de spin-up et spin-down, et donc là c'est écrit en deuxième quantification, voilà, vous l'avez ici. Donc c'est un modèle extrêmement simple. Après vous pouvez mettre une énergie cinétique plus compliquée avec des sauts second voisins, etc. Mais même le modèle très simple. Alors c'est un modèle qui date de 1963. Il est résolu pour le moment en dimension 1 et en dimension infinie. Alors vous voyez, ça laisse de la place entre-temps pour trouver la solution. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en dimension 2, ça serait la solution de la supraconductivité à haute température. Attention, il n'y a pas du tout un consensus dans la communauté là-dessus. Enfin, c'est un peu la drosophile du théoricien des solides. C'est le truc minimal. Si vous n'arrivez pas à résoudre ça, c'est le modèle d'Ising des systèmes corrélés. Donc, si vous avez 15 minutes, je vous recommande d'essayer de résoudre le modèle de Hubbard. Même à une dimension, hein, vous allez voir, c'est coton. Ça a été fait par un certain nombre de gens utilisant une technique... Ouais. Alors, numériquement, on va y venir, j'y arrive, juste une seconde. Oui, numériquement, on peut essayer de le résoudre. Alors, les méthodes. Méthode analytique, eh bien c'est coton. Si on fait de la perturbation, mais que l'interaction est forte, on est mal parti. Trouver des méthodes plus exactes. Alors, en 1D, il y a des méthodes qu'on appelle l'ansatz de bête, qui sont pas si bêtes d'ailleurs, en fait, et qui sont une solution exacte. En gros, Hans Bethe qui a deviné la fonction d'onde qu'il fallait écrire, et voilà, on peut l'utiliser. Le modèle de Hubbard est en particulier intégrable, donc on peut, mais alors les solutions sont effroyablement compliquées, et personne n'a calculé avec l'ansatz de bête, par exemple, les corrélations du modèle de Hubbard, mais il y a d'autres techniques qu'on est capable de faire. Numériquement. Alors numériquement, ça a l'air parfait, sauf que c'est des systèmes quantiques. Et donc, quand on fait des simulations classiques, on simule des tas de configurations qui sont inacceptables quantiquement, parce qu'elles ne sont pas totalement antisymétriques. Donc, il faut les jeter, ce qui n'est pas un problème dans l'algorithme. Mais sachant que les configurations les plus basses sont en général symétriques en énergie, parce que l'hamiltonien est symétrique, le rapport signal sur bruit est effroyable. Et du coup, ça a donné naissance à un concept, alors qui est mal défini, dans lequel je ne veux pas rentrer, qu'on appelle le problème de signe, qui fait qu'en général, le rapport signal sur bruit croît, ou décroît plutôt, exponentiellement avec la taille du système ou un paramètre tel que la température. Donc, essentiellement, non, on ne sait pas simuler le modèle de Hubbard à basse température. Et ce n'est pas une question d'attendre 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Il faudra attendre l'âge de l'univers pour avoir une simulation qui soit raisonnable. Donc même en prenant des monstres, des ordinateurs qui font 10 puissance 15 opérations par seconde, eh ben, c'est sans espoir. Alors c'est pas sans espoir, mais il faut que quelqu'un trouve une bonne technique numérique ou une bonne technique analytique. Alors à 1D, on a beaucoup de chance parce qu'il y a une excellente technique numérique qui a été inventée. Proche de la dimension infinie, il y a aussi d'excellentes techniques, Dynamical Mean Field Theory, qui ont été inventées. Le problème, c'est de connecter les deux. La technique 1D, elle marche très mal quand on commence à étendre la direction transverse, ça s'appelle le DMRG, Density Matrix Renormalization Group. Le Monte Carlo souffre de problèmes de signes, etc. Donc on est coincé. On est coincé en ce sens qu'on a vraiment une barrière exponentielle. Et on a beau avoir la loi de Moore qui nous aide d'année en année à améliorer les puissances des ordinateurs, faudra avoir Cargès 6000 ou Cargès je ne sais pas combien avant qu'on ait une solution du modèle de Hubbard. Est-ce que ça ne dépend pas de la taille de la cellule? Alors, ce n'est pas une question de cellule ici. Pour le modèle de Hubbard, la cellule unité, c'est un atome. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de cellules. Le truc est tout simple, hein, c'est sur un réseau discret. Chaque site peut avoir 4 états vides, occupés par un spin-up, occupés par un spin-down, doublement occupés.
Donc l'espace de Hilbert fait 4 puissance n, essentiellement. Alors les tailles, si on veut faire des diagonalisations exactes, on peut faire peut-être 20 sites. Après, l'espace de Hilbert prend un facteur 4 chaque fois qu'on rajoute un site. Donc là, c'est une barrière exponentielle dans la taille. Et si on prend des méthodes approchées, comme je mentionnais, à cause de cet effet de simulation classique pour un problème qui est fondamentalement quantique et intriqué, eh ben, pour le moment, personne n'a trouvé d'algorithme qui permettent de se focaliser sur les configurations importantes, c'est-à-dire les antisymétriques. Et du coup, l'algorithme doit annuler les effets des autres configurations, mais le problème, c'est qu'il y en a des millions et des millions pour une configuration utilisable, donc rapport signal sur bruit désastreux. Non, ça ne dépend pas de la taille de la cellule ici, et ça serait trop beau. Voilà. Après, si vous prenez des modèles à 3 bandes, ou etc., c'est des généralisations, donc là, il y a un peu plus de complexité, mais c'est aussi pour ça que les gens aiment bien le modèle de Hubbard, parce qu'à nouveau, c'est un peu comme quand les gens essayaient de comprendre les transitions de phase. On prend le modèle d'Ising, c'est même pas forcément le plus réaliste, mais il contient les ingrédients essentiels. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir une méthode alternative qui nous permette d'aller plus loin? Et la réponse, elle avait été donnée par Feynman il y a très longtemps. Alors, tout le monde cite ce papier de Feynman pour sa petite chapelle. Mais ce qu'a dit Feynman, qui est une remarque très juste, c'est qu'il dit qu'il n'est pas content des analyses qui essayent de traiter un problème quantique avec des théories classiques, parce qu'il trouve que si on veut faire une simulation de la nature, eh ben, il faut la faire directement au niveau quantique. Et donc l'idée, c'est de trouver des techniques qui permettent de faire des simulations au niveau quantique. Et ce dont je vais vous parler, c'est de simulateurs quantiques. Alors, il y a une autre branche dont je ne parlerai absolument pas, qui est aussi largement inspirée par le papier de Feynman, qui est ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. Et ça, c'est complètement différent. C'est une branche complètement différente. Donc, qu'est-ce que c'est un simulateur quantique? Ben, dans l'idée, c'est comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ben, tous les expérimentateurs font des simulateurs, alors pas forcément quantiques. L'idée est simple. Vous trouvez un système expérimental qui s'approche le plus près possible du modèle canonique que vous essayez de résoudre. Puis vous faites la manip et vous lisez la réponse sur la manip. Donc vous voulez faire un simulateur de la division, c'est facile, vous prenez une pile de tension V, une résistance R, vous branchez les deux et vous mesurez le courant et ça vous fait la division. Voilà, donc c'est l'idée. Et donc question, est-ce qu'on peut faire un simulateur, donc quantique par nature, du modèle de Hubbard? Et alors évidemment, si vous avez un machin comme ça, alors soit vous lisez la réponse directement dessus, vous êtes content, soit surtout, ça va vous permettre de trier dans les théories, exactement comme toute expérience vous permet de jeter la moitié des théoriciens. Imaginez que vous ayez un simulateur quantique du modèle de Hubbard, on voit qu'il n'a pas de supra, ben, vous avez la moitié de la communauté qui va aller pleurer et l'autre qui va faire la fête. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, le problème, c'est que les électrons dans un solide, ce n'est pas des bons candidats. Parce que l'interaction coulombienne, elle est loin d'être sur site, etc., etc. Alors, l'aide est venue vraiment d'une autre partie de la physique. C'est là où ça aurait été sympa si quelqu'un avait fait la présentation pour moi, mais je vais vous la faire. Donc, c'est toujours malheureux quand c'est un théoricien qui fait la présentation de résultats expérimentaux, mais il va falloir vous en contenter. C'est venu des atomes froids. Alors, je pense que vous savez tous et toutes qu'on peut piéger et refroidir des atomes en utilisant des faisceaux laser. C'est une technique qui a été, je dirais, pioneer, je ne sais pas comment on dit en français. Non, inventé, mais bon, enfin disons, oui, inventé en premier lieu par un groupe de 3 personnes qui ont eu le prix Nobel pour ça, Steve Chu, Claude Cohen-Tanuji, dont je pense que vous avez vaguement entendu parler, et puis Bill Phillips, au NIST. Et ils ont eu le prix Nobel. Donc, juste pour vous donner une référence des températures qu'ils étaient capables d'atteindre, la température du fond de l'univers, c'est 2,7 Kelvin à peu près. Eux, ils descendent à peu près au micro-Kelvin. Donc, vous voyez, c'est quand même assez puissant. Évidemment, le but de ça, initialement, c'était, quand vous faites des mesures de temps sur des gaz atomiques, moins le gaz a de mouvement, et plus vous baissez en température, plus les atomes sont lents. Hein. À température ambiante, la vitesse d'un atome, c'est à peu près la vitesse du son dans le gaz qui nous entoure. Vous voulez ralentir les gaz le plus possible, et donc vous voulez faire des horloges atomiques très précises. Et donc avec ce genre de truc, vous pouvez faire une horloge atomique qui a une précision de 10 secondes depuis l'âge de l'univers. Voilà, exactement.
Et ce n'est pas la limite ultime, il y a mieux depuis. Alors, ça c'est bien, mais je dirais ça ne nous intéresse pas. Je vais vous montrer un petit film, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, ça va être chaud, qui m'a été gentiment prêté par le groupe d'Immanuel Bloch à Munich. Et donc, vous allez voir une cellule. Alors ça, c'est une image d'artiste, mais ce qu'il y a dans la cellule, ce n'est pas du tout une image d'artiste. Vous voyez à l'intérieur de la cellule le gaz piégé, ici un gaz d'atome. Et vous voyez quand il s'expand, là, quand il coupe les lasers, vous voyez les atomes bouger. Ben, si vous les voyez bouger, c'est que les vitesses sont super lentes. Si c'est 300 mètres secondes, piou, vous ne verrez rien. Et donc, alors là, il tweak les lasers, vous voyez le gaz qui fait des petits machins, etc. Puis, pssst, vous voyez le gaz relâché. Et c'est des gaz qui sont déjà très froids. Alors, ils sont très froids, mais pas très, très froids. Et on peut aller plus loin, et avec une technique que je vous encourage à pratiquer à midi, c'est ce qui s'appelle le refroidissement par évaporation. Donc, quand vous soufflez sur votre tasse à café, vous enlevez les molécules les plus énergétiques, et donc, du coup, celles qui restent se refroidissent. Et donc, c'est une technique qui a été mise en œuvre par divers groupes, et en particulier par Eric Cornell, Wolfgang Ketterle et Karl Weimann, qui ont eu le prix Nobel pour ça, parce que ça leur a permis d'atteindre des températures qui sont plutôt dans la gamme du nano-Kelvin, donc on a gagné 3 ordres de grandeur, et ça leur a permis de mettre en évidence des effets quantiques dans la matière diluée. Plus la matière condensée, où les particules sont à 1 angstrom les uns des autres, mais où les particules sont à 1 micron les uns des autres. Et donc voilà la distribution d'impulsion d'un gaz. Donc vous voyez la courbe à 400 nanokelvin, c'est la distribution gaussienne. Donc c'est la probabilité de trouver une particule avec l'impulsion k en fonction de 2 des coordonnées. Kx, Ky, la troisième est intégrée, on s'en fout. Vous voyez, vous avez une gaussienne essentiellement, c'est la distribution de Boltzmann et puissance moins bêta K2 sur 2m. C'est la probabilité de particules libres. Et puis vous voyez qu'en dessous à 200 nanokelvin, il y a un énorme pic qui apparaît à K égale 0. Et ça veut dire que tous les atomes, enfin une bonne partie, sont partis dans l'état K égale 0. C'est la fameuse condensation de Bose et Einstein qui se produit pour des bosons. Et plus vous baissez en température, plus vous voyez que la partie gaussienne a disparu et tout le monde est vraiment dans le pic à K égale 0. Donc quand vous voyez quelque chose comme ça, la première réaction est « waouh ». La deuxième réaction est « bon ». C'est remarquable expérimentalement, mais enfin au niveau théorie, c'est pas vraiment cutting edge, hein, parce que Bose et Einstein, ils ont prédit ça au début du XXe siècle. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce machin? Et en fait, ça a été l'invention d'un nouveau domaine de la physique. Et pourquoi? Parce que non seulement vous pouvez piéger et refroidir des atomes, mais si vous mettez 2 lasers l'un en face de l'autre, vous faites une onde stationnaire. Une onde stationnaire, c'est un potentiel périodique. Donc vos atomes, ils vont se retrouver dans un potentiel périodique dont vous contrôlez parfaitement la hauteur. C'est comme le potentiel périodique d'un solide. Donc vous pouvez faire un solide artificiel fait de lumière, où le potentiel des ions est produit par le faisceau lumineux, et le rôle des électrons dans le solide est joué par des atomes de rubidium ou de lithium, ou etc., qui sont neutres. Donc, qui en première approximation, n'ont pas de force à longue portée. Alors il y a des toutes petites forces de Van der Waals, etc., mais qui sont négligeables. Vous avez une excellente approximation du modèle de tight binding, de liaison forte, dont vous pouvez contrôler la hauteur, etc., et à nouveau, comme les atomes sont neutres, ils ne vont se voir que s'ils sont dans la même cuvette. Et donc leur interaction va être sur site, si vous considérez que chaque puits est un site. Donc vous avez la possibilité de faire un modèle de Hubbard ou, disons, d'étudier des systèmes modèles qui font plaisir aux théoriciens. En plus, il y a un trick qui s'appelle la résonance de Feshbach, dans lequel je ne veux pas rentrer, où simplement en changeant un champ magnétique, alors un champ magnétique, ce n'est pas comme sur les électrons. Champ magnétique sur les électrons, vous les déviez avec la force de Lorentz, s'ils sont chargés. L'atome, le champ magnétique, il s'en fout, mais ça décale ses niveaux d'excitation. Donc quand 2 atomes rentrent en collision, ça peut changer la puissance de la collision, et donc ça vous permet de changer l'interaction. Donc vous avez un deuxième bouton dans le labo, où en tournant le bouton, vous rendez l'interaction répulsive, attractive, de plus l'infini à moins l'infini, ou 0. Donc vous avez, ça a l'air d'être fantastique, vous faites des solides artificiels avec des interactions à courte portée. Donc l'idée vient du groupe de Peter Zoller, qui a eu le prix Wolf pour d'autres raisons, mais ça a lancé tout un domaine de la physique. Alors en pratique, ça ressemble plutôt à ça, hein, je dirais. Alors ça a l'air d'être un rêve absolu.
ça y est, on n'est plus en train de s'embêter avec toutes ces complications du solide. C'est quand même... Il n'y a plus qu'à suivre The Yellow Brick Road et on est parfaitement tranquille. On a un contrôle parfait du modèle, on peut contrôler les interactions, le réseau. Bon, oublions cette courbe, je vous la montrerai un petit peu plus tard. Vous pouvez contrôler la statistique. Voilà la distribution d'impulsions pour des bosons, par exemple des atomes de lithium 7. Petit exercice, réfléchissez pourquoi le lithium 7 c'est un boson. Et vous voyez le pic à K égale 0 qui pousse quand vous baissez la température. Maintenant, vous remplacez le lithium 7 par du lithium 6 qui devient un fermion et la distribution des impulsions, eh ben, ça devient ça. C'est la première zone de Brillouin qui est carrée d'atomes ou de particules bougeant dans un réseau carré. C'est ce qu'on apprend dans tous les cours de physique des solides 101, sauf qu'il n'y a pas un seul réel réseau carré, à ma connaissance, je peux me corriger, dans la nature. Il y a des cubiques face centrée, etc. Voilà. Là, vous avez textbook le fait que pour des fermions, vous remplissez tous les états jusqu'à l'énergie de Fermi. Vous avez une zone de Brillouin qui est carrée. Vous pouvez aussi contrôler la dimensionnalité. Parce qu'évidemment, si vous mettez des lasers qui produisent une onde stationnaire, mais qui fait des barrières de la hauteur du Mont Blanc, les particules, elles ne vont pas aller d'un puits à l'autre. Donc si vous mettez deux faisceaux comme ça, vous faites des tubes, vous faites des cigares, et vous avez un matériau 1D. Si vous mettez qu'une seule série de faisceaux, vous faites des coupes, et vous faites des matériaux 2D. Et vous pouvez contrôler la façon dont les particules vont aller d'une couche à l'autre, simplement en contrôlant la puissance du rayon lumière, enfin des faisceaux laser. Donc ça a l'air d'être parfait, et vous pouvez étudier un certain nombre de choses. Donc par exemple, la fameuse transition entre un isolant de mode dont vous avez entendu parler, qui est le fait que si vous avez des répulsions fortes, vous voyez que ici, les particules qui voudraient sauter d'un site à l'autre vont se retrouver à deux sur le même site, et elles n'aiment pas ça, elles payent une énergie U. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est la boîte à eux, hein, c'est beaucoup plus simple de laisser chaque particule dans son minimum, mais si vous avez une particule par site qui ne bouge pas, vous avez un isolant. Si au contraire U vaut 0, vous allez gagner de l'énergie cinétique en laissant bouger les particules et vous aurez un superfluide. Donc vous avez deux états de la matière, et ça a été prédit par Mott il y a bien longtemps, ça porte son nom évidemment, pour des bosons, suivant la profondeur du potentiel, vous allez avoir une transition entre un état superfluide et un état isolant. Et ça a été vu de façon spectaculaire dans un papier du groupe de Munich. C'était le groupe de Ted Henge qui a eu le prix Nobel pour, à nouveau, des travaux complètement différents de ceux-là. Et les trois acteurs principaux, c'est Marcus Greiner, Tilman Esslinger et Emmanuel Bloch. Et ils ont observé expérimentalement, alors la courbe de gauche, c'est une vue d'artiste, mais les pics à droite, c'est des données. Ils ont observé la transition entre le suprafluide, où vous voyez un pic à K égale 0 qui dit je suis condensé de Bose, je suis suprafluide, etc. Et puis l'isolant de Mott, où si vous regardez la distribution d'impulsion, vu que la distribution de densité est homogène, la distribution d'impulsion est complètement plate. Et vous avez cette transition. Ils ont pu même l'observer de façon dynamique, etc., etc. Donc c'est un papier où les gens se sont dit « Waouh, on peut faire des études de corrélation forte avec les atomes froids », et ça a lancé tout ce domaine de la physique. Alors pour les fermions, l'isolant de Mott existe quand vous avez une particule par site, mais il y a une petite complication, c'est que les fermions ont un spin. Alors avec les atomes, ce n'est pas forcément vrai, hein. Vous pouvez faire des fermions sans spin, des bosons avec spin, etc., parce que c'est l'isospin qui va compter. Mais du coup, vous pouvez vous demander comment les spins vers le haut et vers le bas vont s'organiser dans l'isolant de Mott. Vous allez avoir une particule par site, mais est-ce que vous allez avoir up, 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 puis la deuxième rangée down, 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 ou est-ce que vous allez avoir up, down, up, down, up, down? Donc ça a été bien résolu, par Phil Anderson en particulier. Il y a une théorie qu'on appelle le super-échange. Vous avez des interactions antiferromagnétiques qui sont générées, et donc l'organisation normale, c'est un spin vers le haut, un spin vers le bas, un spin vers le haut, un spin vers le bas, et c'est une excellente réalisation du modèle d'Heisenberg. Alors, entre parenthèses, donc ça veut dire que si vous êtes à une particule par site, vous voyez la zone jaune ici, en dessous d'une certaine température, non seulement la charge va s'ordonner,
mais les degrés de liberté de spin vont s'ordonner, vous aurez un bel arrangement régulier, un spin vers le haut, un spin vers le bas, un spin vers le haut, ce qu'on appelle la phase de Néel. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a les 50 ans du prix Nobel de Néel en parallèle, donc ça tombe bien, autant parler de phase de Néel, la phase antiferro. Alors, juste une remarque sur le numérique, si vous êtes exactement à n égale 1, alors qu'on comprend très bien analytiquement, eh bien là, il n'y a pas de problème de signe. Vous pouvez vérifier que le poids des configurations est toujours positif, donc le numérique marche aussi très bien. Malheureusement, ce qu'on voudrait comprendre, c'est ce qui se passe quand on dope l'isolant de mode, c'est-à-dire quand on n'a plus exactement une particule par site. Et là, à la fois l'analytique se pète la gueule, mais le numérique se pète aussi la gueule, donc on ne sait pas où on est. Alors, juste pour vous montrer l'état de l'art, je ne vais pas en faire une histoire trop longue, voilà une manip qui a été faite à Harvard dans le groupe de Marcus Greiner avec ce qu'ils appellent Quantum Microscope, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réaliser une couche d'atomes bidimensionnelle, une seule, et ils sont capables de l'imager directement avec un microscope optique. Et du coup, ils peuvent calculer les corrélations antiferromagnétiques, parce qu'ils savent s'il y a un spin vers le haut, un spin vers le bas, etc. Et donc, ils sont capables d'explorer. Alors, ils n'arrivent pas à descendre assez bas en température pour le moment, adresser la question, y a-t-il de la supraconductivité dans le modèle de Hubbard? Mais ils peuvent déjà répondre, y a-t-il de l'antiferromagnétisme dans le modèle de Hubbard? Ben, la réponse est oui. Ce que vous voyez ici, la structure en damier, ce sont les corrélations entre le site central et les sites voisins. Donc, si le truc est noir, ça veut dire que les spins sont alignés. Si le truc est blanc, ça veut dire que les spins sont anti-alignés. Et vous voyez très nettement l'ordre antiferro. Et quand vous allez de la gauche, de mon côté vers la droite, ils augmentent la température. Et vous voyez cette phase antiferro qui disparaît. Donc, vous avez vraiment un simulateur quantique qui est en action. Évidemment, tout le monde espère qu'ils vont être capables de baisser la température et d'atteindre les températures où l'on pense qu'il pourrait y avoir de la supraconductivité dans le modèle de Hubbard. Si vous voulez en savoir plus, j'avais écrit un petit News and Views là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Et c'est une expérience remarquable. Ça vous montre aussi les limitations. Vous voyez que le système n'est pas très grand. Et à nouveau, comme je disais, les températures ne sont pas très basses. Je vais vous montrer un autre type de physique. Combien de temps est-ce qu'il me reste à peu près à la louche? Allez, 20 minutes. Ah ben ça va alors. Ouf, plenty of time. Donc, moi j'aime beaucoup les systèmes unidimensionnels. C'est-à-dire de faire de la physique, non pas à 3D, non pas à 2D, mais à 1D. Alors, il y a toute une physique très bizarre à 1D qu'on appelle la physique des liquides de Tomonaga-Luttinger. Donc, comme je disais, qui a en grande partie été inventé par Duncan Haldane. Donc, il y a eu lui aussi le prix Nobel. C'est amusant parce que, en fait, tous les gens ont le prix Nobel pour des trucs différents de ce dont je suis en train de parler. Mais voilà. Et je vais vous montrer un exemple de cette physique bizarre à une dimension. Si vous êtes à 3 dimensions, je vous avais dit, Landau, il vous a dit, vous avez des interactions et les particules se comportent comme des particules libres. Ben, un électron libre, il transporte de la charge et du spin. Ben, 1D, c'est pas vrai. Donc, à 1D, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce petite chaîne 1D, là, où j'ai mis des électrons, avec la boule rouge, portant leur spin vers le haut ou vers le bas, bleu ou jaune, et j'enlève un électron. Donc si j'enlève un électron, bon très bien, j'ai fait un défaut où j'ai enlevé une charge et un spin. Et puis je vais laisser les spins échanger par des interactions antiferromagnétiques. Vous voyez ce qui se passe, donc je les laisse bouger, j'accélère un peu peut-être. Et vous voyez qu'il y a une zone du système dans laquelle il ne manque pas de charge. Mais par contre, il y a 2 spins vers le bas qui sont l'un à côté de l'autre. Et donc j'ai fait un défaut qui porte du spin, mais pas de charge. Alors les gens ont appelé cette particule un spinon, et inversement, si je laisse l'autre bout là évoluer, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il va y avoir une zone où il va manquer une charge, mais elle est entourée d'un spin vers le bas, un spin vers le haut, un spin vers le bas, un spin vers le haut, comme s'il y avait la chaîne antiferromagnétique normale. Donc à 1D, la particule qui portait spin et charge s'est déconfinée en 2 particules indépendantes, qui sont des excitations collectives. L'une transporte le spin 1,5 et pas de charge, et l'autre transporte la charge, alors les gens ont appelé ça le holon, et pas de spin. Alors c'est quelque chose que les gens connaissaient, si vous voulez en savoir plus, je peux vous recommander un excellent livre sur le sujet. Les théoriciens connaissaient cet effet, mais pour l'observer, c'est un peu difficile, parce que vous ne pouvez pas aller voir ce genre de truc. Alors, il y avait des observations dans lesquelles je ne veux pas rentrer en matière condensée,
Mais voilà une expérience qui a été faite dans le groupe d'Immanuel Bloch à Munich, où ce que vous avez, c'est cette même chaîne, et ensuite, ils sont capables de séparer physiquement les spin-up des spin-down en foutant un gradient de champ magnétique. Et donc, ce que vous voyez sur les cases du haut, c'est les spins vers le haut. Vous voyez la petite flèche rouge en bas, en dessous. Et ce que vous voyez dans la chaîne du bas, c'est les spins vers le bas. Et quand il n'y a pas de, quand il y a rien, là, quand il n'y a pas de petite tache bleue, ben, c'est qu'il y a un trou, quoi, c'est que c'est vide. Et vous voyez très clairement sur cet exemple-là que les trous sont entourés d'un spin vers le bas et d'un spin vers le haut, donc c'est les holons, et que vous avez cette séparation spin-charge qui est réalisée. Donc vous avez ici un simulateur quantique qui vous permet de réaliser exactement le modèle théorique qu'on a envie de voir et qui vous confirme que ce que vous avez calculé est parfaitement correct. Voilà, alors ça c'est la partie rêve. Maintenant, il y a des choses qui ne vont pas aussi bien. Ouais, est-ce qu'on a une simulation comme ça du gap de Halden, par exemple? Alors, ils sont en train d'essayer d'y bosser. Oui, il y a un papier du groupe d'Immanuel où ils essayent de faire les états de bord d'une chaîne de spinat. Oui, 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 c'est en train d'arriver. Après, la question, c'est que pour les échanges antiferro, les échelles de température sont un peu désagréables. Voilà, donc c'est à nouveau la température. On va y venir sur les imperfections du simulateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme imperfection du simulateur? Alors, la pire des imperfections, c'est le fait qu'ils piègent leurs atomes. Et donc, en fait, il y a un potentiel de confinement qui varie paraboliquement par rapport au centre du trap, du piège, qui est R carré. Donc, c'est comme si vous aviez un potentiel chimique qui varie de façon inhomogène à l'intérieur du système. Et ça, ça veut dire que vous n'aurez jamais une phase homogène. Alors pour moi, c'est vraiment le cauchemar. Pourquoi? Parce que si vous voulez voir des effets qui dépendent de l'interaction, voilà un profil de densité à l'intérieur d'un de ces systèmes-là. Vous voyez que la densité dépend énormément de l'endroit où vous êtes. Alors les gens ont un très beau nom pour ça, ils appellent ça the wedding cake structure. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est un peu la panique. Parce que si vous êtes en train d'étudier un système où la nature de la phase suprafluide ou isolante dépend de la densité, ça veut dire que vous mélangez dans le même système un isolant, un suprafluide, encore un isolant, encore un suprafluide, etc. Et vous faites une mesure globale là-dessus. Alors, pour extraire des données de cette mesure globale, en fait, ce que vous faites, c'est que vous résolvez à la main le modèle, et ensuite, vous faites de la reconnaissance faciale. Vous dites, je convolue ma solution avec le wedding cake structure, et ensuite je vous montre que c'est la même chose que dans la manip. Ce qui veut dire que vous avez un simulateur quantique dont vous savez qu'il permet de résoudre des problèmes que vous savez résoudre sur un ordinateur. Donc ça limite un peu l'intérêt. Alors, ils ne sont pas complètement fous, ça c'était les débuts, mais maintenant, ils sont capables de mettre des potentiels boîtes, et par exemple, dans la manip de Greiner que je vous ai montré, ils ont créé des potentiels qui sont des boîtes, et là, ça enlève la limitation de ce simulateur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans le simulateur? Les inhomogénéités, les températures. Malheureusement, pour les fermions, les températures sont encore très élevées. Alors, très élevées, c'est des nanokelvin. Mais TF, c'est aussi des nanokelvin, la température de Fermi. Alors, les températures typiques qu'ils atteignent, c'est TF sur 20. Alors, si vous prenez l'énergie de Fermi qui est 1 électron-volt, donc 12 000 Kelvin, TF sur 6, TF sur 20, ça vous fait des manips à 2000 Kelvin en matière condensée. Donc là, vous vaporisez l'échantillon, le laboratoire, l'expérimentateur, enfin tout, quoi. Donc, c'est pas encore assez froid. Alors, c'est pas aussi mauvais que ce que je suis en train de vous dire, parce que comme ils peuvent monter les échelles d'interaction, hein, quand vous regardez la supra dans un solide, elle est à 10 Kelvin parce que l'interaction attractive, elle est micropouillesque. Si vous montez l'interaction attractive à l'infini, vous montez la température supra. Donc vous pouvez faire passer certains phénomènes au-dessus de T, mais ça reste une limitation. Donc les groupes travaillent très fort pour essayer de trouver des bonnes techniques pour refroidir. Et des fois, alors c'est aussi un avantage, ils ont des sondes extrêmement nouvelles, mais il y a aussi des fois où il y a des quantités qu'ils ont plus de mal à mesurer. Alors, je voudrais finir dans le temps qui me reste en vous disant que c'est un domaine qui est particulièrement excitant parce que ça n'est pas un domaine qui vous permet que de simuler des choses que vous voudriez voir en matière condensée. Parce que si c'était ça, ça serait un peu triste. Il serait tout le temps en train de courir derrière des phénomènes qui existent. C'est surtout un domaine qui a permis d'aller au-delà des simulateurs quantiques et d'amener des phénomènes nouveaux. Alors je vais essayer de vous en montrer quelques-uns,
Et je vais vous donner une liste de possibilités. Donc, par exemple, ils ont des sondes absolument nouvelles. Ce que je vous ai montré pour la séparation spin-charge, c'est parce que vous voyez la densité du système en chaque point pour une configuration quantique. C'est-à-dire avant de faire la moyenne quantique. Ce n'est pas la moyenne de la densité, c'est la densité que vous voyez en chaque point. Et donc ça vous permet de faire des mesures non locales, de voir des paramètres d'ordre qui sont des strings, etc. Je vais vous montrer un exemple. Donc des sondes absolument nouvelles. C'est un milieu où faire du non-équilibre, c'est trivial. Vous voulez enlever le réseau, passer de l'isolant de Mott au supra, vous éteignez votre laser. En physique des solides, vous voulez faire du non-équilibre, vous avez envoyé un pulse laser et faire toutes les mesures avant que le solide relaxe, qui est des temps de l'ordre de la femtoseconde. Là, c'est des temps de l'ordre de la seconde, avant que vous perdiez des atomes, ou que, etc. Donc, ils ont démarré toute une stimulation de la communauté théorique sur la physique du non-équilibre. Je vais vous montrer aussi un exemple là-dessus. Ils ont pu créer ce qu'ils ont appelé des champs de jauge artificiels. Je vous ai dit, le champ magnétique, le vrai, sur les atomes, il ne fait rien. Ben, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait mettre l'équivalent d'un champ magnétique? Et ils ont trouvé comment le faire, avec des pulses Raman. Mais du coup, ils sont capables de foutre des champs magnétiques qui font 1000, 10 000 Tesla. C'est pas un problème. Si vous essayez de faire ça avec un vrai champ magnétique, il vous faut trouver une étoile à neutrons quelque part ou un machin comme ça, parce que sinon, dépasser 100 Tesla, ça va être chaud. Quoi. Pendant combien de temps? Ça dure combien de Aussi temps? longtemps que la manip dure, c'est-à-dire suffisamment longtemps pour faire des mesures. C'est pas du tout comme les gens faisaient péter des systèmes pour avoir pendant une microseconde le champ magnétique suffisamment fort. Non, c'est Ça peut être 1 heure. une heure en général non, leurs temps sont plutôt de l'ordre de la seconde, mais c'est des temps largement suffisants pour faire toutes les mesures et avoir des états stationnaires. Je vais te montrer des courbes. Vous pouvez faire des bosons avec spin, des fermions sans spin, des interactions SUN, etc. Donc voilà, vous pouvez vous amuser, vous pouvez rajouter du désordre. Il y a des très beaux papiers, notamment du groupe d'Alain Aspect, sur les mesures de localisation en foutant un désordre créé par un speckle, etc. Vous pouvez faire des potentiels quasi cristallins. Voilà. Donc ça a ouvert un certain nombre de possibilités. Alors je vais vous en montrer une ou deux, par exemple sur cette possibilité de mesurer la densité en n'importe quel point. Alors des fois, quand on veut regarder certains ordres dans les solides, on ne peut pas se contenter de la moyenne de la densité. Ce qu'on voudrait, c'est ce que les gens appellent des paramètres d'ordre string, c'est-à-dire, par exemple, je vous en ai donné un ici, c'est l'exponentiel, le produit des exponentiels de la densité du CT au CG. Il y a un exemple très fameux pour la phase de Haldane dans les systèmes de spin, où apparemment il n'y a pas d'ordre, toutes les fonctions de corrélation décroissent exponentiellement, mais si vous mesurez l'exponentiel des opérateurs de spin multiplié sur chaque site, vous pouvez vérifier que c'est ordonné. Alors, faire ça en physique des solides, c'est impossible, les sondes sont locales, typiquement. Mais là, vous avez la densité partout. Donc, calculer l'exponentielle de la densité partout, ben, c'est facile. Faire le produit, c'est facile. Et ensuite, vous répétez la mesure une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Ça vous fait la moyenne quantique. Donc, ça vous met les crochets pour faire la moyenne autour. Et donc, un exemple qui a été fait, je vous donne simplement la référence, je ne vais pas vous montrer les détails. Ça a été fait pour les isolants de Mott par le groupe d'Immanuel Bloch, où ils ont testé le string operator directement, parce que à nouveau, ils ont une image ici où vous avez la densité précise en chaque point. Alors, la dynamique quantique, ou le hors équilibre, c'est une branche qui a vraiment émergé de ce domaine. Je vous montre une image assez iconique que les gens ont appelé le Quantum Newton Cradle. Vous connaissez tous ce petit jeu, là, où vous prenez des billes et vous faites ça. Et donc, ce qu'a fait le groupe de Dave Weiss, c'est de prendre un gaz, de le séparer en deux dans un puits de potentiel, et ensuite on lâche. Et alors, ce que vous pensez naïvement, c'est que ça va arriver au fond du puits, et puis après il y a des collisions entre tous les atomes du gaz, donc les deux blobs vont se réunir, et puis ça va s'arrêter, peut-être ça va faire un coup comme ça, puis ça va s'arrêter, et à la fin vous allez retrouver le blob au fond du puits. Et bien voilà ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est l'axe vertical, c'est le temps. L'axe horizontal, c'est la position des blobs. Évidemment, le code de couleur vous dit là où vous avez des atomes. Et vous voyez que les deux nuages se croisent et se recroisent et se recroisent pratiquement sans amortissement. Alors, pourquoi? Ce n'est pas facile à comprendre. Et il y a notamment toute une nouvelle branche que les gens ont appelée Quantum Generalized Hydrodynamics, qui construit sur les solutions d'Ansatz de Bethe, qui ont été développées à l'équilibre,
pour essayer d'analyser ce genre de choses. Il y a tout un tas de théories, l'invariance conforme, il y a des très, très belles théories qui ont été développées pour tester cette physique hors équilibre. Pas nécessairement cette manip, mais des manips reliées. Oui, tu avais une question. Ce sont des bosons, là? Là, ce sont des bosons. Oui. Là, ce sont des bosons. Donc, ça veut dire là, ils ne thermalisent pas du tout. Non, pas du tout. Même si tu attends très longtemps. Non, alors ça c'est des grandes questions qui ont été posées par ces manips, c'est à quelles conditions est-ce qu'on va vers des états thermiques? Et on s'est rendu compte, parce que c'est des réalisations fantastiques de systèmes quantiques isolés. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des tas d'états qui n'étaient pas thermiques. Donc il y a des nouveaux états stationnaires qui s'appellent Generalized Gibbs Ensemble, etc. Ça a des noms très poétiques. Non, tu peux atteindre des états stationnaires, mais qui ne sont absolument pas thermiques. Pas décrits par une loi de Boltzmann. Pas de loi de Boltzmann ou l'équivalent quantique de la loi de Boltzmann. Non, là ça ne thermalise pas. Mais Ouais. tu veux dire que tu peux avoir une distribution d'équilibre, mais qui n'est pas Boltzmann, Ouais. ou tu veux dire autre chose? Ouais. Et C'est-à-dire après, à temps infini, les pertes d'atomes, les imperfections vont te ramener à la loi de Boltzmann. Mais sur un temps qui est macroscopique, tu vas avoir un état d'équilibre qui n'est pas Boltzmann. Alors les gens appellent ça des fois pré-thermalisation, où tu as par exemple une loi de Boltzmann, mais avec une température qui n'a rien à voir avec la vraie température du système. Et, par exemple, pour un verre de... Les gens qui font des verres de spin, ça les intéresse ou c'est complètement orthogonal? Ah non, non, c'est pas du tout orthogonal. Il y a des concepts qui sont très similaires à ce que les gens avaient développé pour le vieillissement dans les verres de spin. Mais là, il n'y a pas de désordre, par exemple. Tu vois, ces questions de est-ce que j'atteins des états stationnaires qui thermalisent, etc. Dans la matière condensée, ça s'est posé naturellement dans les verres, parce que les échelles de temps dans les verres sont devenues colossales. Parce que sinon, après 3 femtosecondes, tu ne te poses plus la question en matière condensée. Et là, c'est pour ça. Donc, là, c'est combien de temps, par exemple, l'échelle de temps pour qu'il y ait un... Bah là, tu vois, c'est en millisecondes. Tu vois que le truc, ça fait 13 millisecondes, mais ça fait quand même... Là, tu as 3 oscillations entières. Hein. Puis, bon, je pense qu'ils ont coupé leur image parce qu'ils n'avaient pas envie d'en mettre un ruban. Mais maintenant, on sait très bien calculer ces trucs. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. Tu sais très bien calculer, et ça continue à osciller pendant un long moment. Et à la fin, ça atteint des états que tu pourrais penser d'équilibre, mais qui ne sont pas d'équilibre. Ouais. Dans les systèmes gravitationnels, il y avait le même problème. C'est-à-dire que normalement, quand tu prends les choses, il y a les clusters, et puis à la fin, ce que les gens avaient peur que ça fasse justement, que ça oscille comme ça. Et il y a un phénomène qui s'appelle la relaxation violente. Ouais, il faudrait qu'on discute. Ça, je Et serais ravi d'en savoir plus. Il n'y a pas des trucs comme ça. Mais c'est un effet 3D. Enfin, c'est un effet 3D. Alors, ne sachant pas ce qu'est la relaxation violente, je ne peux pas te répondre s'il y a des effets comme ça ou pas. Mais c'est clair que voilà, c'est des trucs qui sont assez extraordinaires pour étudier les propriétés de systèmes quantiques isolés et de se poser des questions que maintenant on essaye de retransposer en matière condensée. Parce que maintenant il y a des manips magnifiques avec des lasers à électrons libres, des pump probe experiments, qui permettent de taper dans la fenêtre où on va pouvoir faire en gros les mêmes manips ou des manips similaires avant que les relaxations via phonon, etc. Se mettent en place. Voilà. Par exemple, On va laisser finir Thierry peut-être. Ouais. Je vous montre un autre exemple, c'est la course de chevaux quantique. Donc vous prenez un système qui est un isolant de mode, vous changez la couleur d'un des atomes, il passe de jaune à vert, donc vous changez son isospin, et ensuite vous baissez le potentiel et vous vous dites où est-ce que le cheval va courir. Alors ça, c'est l'équivalent quantique du mouvement brownien. Le mouvement brownien, vous savez que ça a donné lieu à la diffusion, ça a donné lieu au fait que quand vous exercez une force, ça vous donne une vitesse qui est proportionnelle à la force, qui est reliée au coefficient de la diffusion. Mais quand vous êtes quantique comme ça, vous êtes subdiffusive. Vous avez des déplacements où la position est proportionnelle à la racine du log du temps. Des choses comme ça. Alors vous pouvez vous demander que deviendrait la même chose si je tirais. Il n'y a plus de coefficient de diffusion. Alors juste pour vous montrer que c'est des choses qui peuvent être mesurées. Vous avez ici, à divers temps, chaque ligne est indépendante. Hein, donc chaque ligne est un système indé tel que je l'ai montré. Et vous ne voyez que la particule verte. Le système d'imagerie n'est pas sensible aux autres particules. Vous pouvez faire des mesures de transport, qui est notamment, il y a eu des très belles mesures. Donc vous faites 2 blocs d'atomes, vous mettez un petit système au milieu, et vous créez une imbalance entre les populations des 2 systèmes, et vous déchargez votre batterie, si vous voulez, à travers le système. Et vous voyez la quantification de la conductance exactement comme elle avait été observée en matière condensée il y a quand même 20 ans, mais avec des atomes neutres. Et alors après, vous pouvez jouer avec la boîte à Lego. Vous pouvez jouer avec la boîte à Lego parce qu'en utilisant l'équivalent d'un projecteur où vous pouvez adresser chaque pixel,
vous pouvez créer le potentiel que vous voulez dans votre petit système. Donc un potentiel périodique, par exemple, à 1 pic, à 2 pics, à 3 pics. Donc vous pouvez reconstruire un système solide, vous pouvez le faire désordonné, vous pouvez faire des choses comme ça. Donc les gens s'amusent, nous on s'amuse beaucoup au niveau théorique. Là c'était une collaboration entre le groupe de Tillman et Slinger à Zurich et notre groupe avec Piotr Grissins qui faisait la théorie. Et donc vous pouvez faire des mesures de transport, mesurer le transport de spin, etc. De façon... Voilà, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails, juste pour dire qu'une activité qui est très en pointe en ce moment, c'est la mesure de l'effet Hall. L'effet Hall, ben, vous en avez déjà entendu parler, donc je ne vous fais pas un rappel de l'effet Hall. Et ben voilà un système d'atomes froids où vous avez réalisé une échelle à 3 barreaux. Alors ce n'est pas une vraie échelle, les bleus, les verts et les rouges, c'est des états différents du même atome, mais vous mettez des pulses Raman qui font que vous pouvez changer l'état de l'atome, et c'est comme si les particules sautaient d'un barreau à l'autre, et elles prennent une phase quand elles sautent, donc c'est comme un champ magnétique. Donc c'est comme si vous aviez 3 barreaux et des particules qui sautent. Et puis vous mesurez la population des 5,5 et des 3,5, on se croirait en classe prépa là. Mesurez la population des 5,5 et des 3,5, et ça vous donne la différence de population entre le haut du barreau et le bas du barreau. Ben, c'est plus ou moins la tension de Hall. C'est plus ou moins parce qu'il y a des petites différences. Voilà. Donc vous pouvez faire tout ça, et ça ouvre et ça excite beaucoup les théoriciens, et ça fait des systèmes merveilleux, et ça permet de développer des concepts théoriques merveilleux. Donc voilà, je vais terminer là. J'ai essayé de vous montrer que les fortes corrélations étaient quand même au cœur des préoccupations de la matière condensée. Il y a des exceptions remarquables. Hein. À nouveau, le graphène, sauf le twisté, est principalement un truc à un électron. Ça pose des problèmes fondamentaux extrêmement importants, aussi bien du point de vue analytique que numérique. Et du coup, ça nous a fourni une merveilleuse occasion d'interagir avec nos collègues de l'optique quantique qui nous ont fourni un système merveilleux. Et je crois qu'on peut dire on est à un moment absolument excitant où moi je pense que d'ici les 5 prochaines années, il va y avoir des grands problèmes qui vont tomber grâce à ces collaborations et ces échanges d'idées entre je dirais presque les 3 communautés, c'est-à-dire les 2 communautés expérimentales de chaque côté et les théoriciens. Et donc, je ne répondrai pas à la question de savoir si c'est une belle histoire d'amour, mais je pense que, comme ça a été dit dans un film, c'est certainement le début d'une très belle amitié. Quelques questions. Oui, Benoît. Il y a un phénomène qui excite beaucoup de gens et sur lequel je crois on avait misé énormément d'attentes vis-à-vis des simulations quantiques, c'est évidemment la Many Body Localization. Ouais. Tu ne l'as pas évoqué, mais tu as évoqué beaucoup de choses. Est-ce que c'est de la prudence ou est-ce Non, pas du tout. Il fallait que je fasse un tri et comme quand je disais j'ai préparé un talk de 3 heures, c'était une demi-blague parce que le premier talk, il faisait vraiment 3 heures, donc il a fallu couper. Alors la Many Body Localization, je pense que c'est un exemple très intéressant parce que c'est un machin qui a démarré avec des considérations purement théoriques, de savoir... Alors, je passe les étapes intermédiaires parce que sinon ça va être confusing. De savoir si un système désordonné, mais avec des interactions, pouvait en gros jouer le rôle de son propre bain et thermaliser. Et la réponse était essentiellement non. Mais il y avait à peu près 3000 papiers théoriques avec des méthodes du genre je diagonalise sur 10 sites, etc., qui répondaient oui, l'autre qui disait non, mais il y a un état que vous avez oublié, etc., etc. Et puis, je dirais, il y a le groupe d'Immanuel Bloch qui a dit, ben, on prend un système, on fout un atome sur 2, on fout du désordre par-dessus, et on regarde où ça va. Et ils ont montré très clairement que, non, ça ne relaxait pas vers l'état où la densité était homogène. Et donc, du coup, ça a justement permis, c'est un système qui était suffisamment proche des considérations théoriques pour que ça permette d'avancer. Et du coup, il y a un certain nombre de considérations théoriques qui sont aussi passées à la trappe, et c'est comme ça que ça doit avancer. Donc, je pense que le Many Body Localization, c'est un très bon exemple où ces simulateurs quantiques ont joué un rôle extrêmement important. Jean-Christophe? Oui, donc j'ai pas très bien compris comment tu pouvais contrôler les défauts justement dans ces systèmes. Tu peux en créer, mais est-ce que tu peux véritablement, par exemple, est-ce que tu peux avoir un chemin bien spécifique avec tes défauts? Alors, tu veux dire du désordre? Oui. Alors, il y a plusieurs façons. Donc, soit tu fais des défauts optiques en créant un speckle.
c'est-à-dire des interférences lumineuses. Tu sais, quand tu projettes un laser sur un mur, tu vois tout ça, etc. Alors ça, tu contrôles pas grand-chose, voilà, tu l'as. C'était plus ou moins les premières manips. Après, les gens ont essayé de créer du désordre en faisant des quasi-périodiques. C'est pas vraiment du vrai désordre, mais ça s'en approche suffisamment, donc en mettant des lasers à des fréquences différentes. Et puis maintenant, en fait, ils utilisent l'équivalent d'un projecteur, où tu as pixel par pixel la possibilité d'orienter les miroirs. Donc du coup, tu peux projeter le potentiel que tu veux sur le système. Donc tu as un contrôle total. En fait. Donc tu as un contrôle assez total. Donc il y a par exemple des manips dans le groupe d'Emmanuel Bloch dont on parlait, où en fait ils ont fait une zone circulaire, mais ils mettent le désordre que sur la moitié de la zone. Voilà. L'ennemi, c'est pas ça. Ça, il contrôle tant que tu veux. L'ennemi, c'est la température et pour certains groupes, les inhomogénéités. Bon, à la fin, tu n'as pas non plus 3 millions, tu n'as pas 10 puissance 23 particules, mais en général, quand on fait des simulations, on n'a pas non plus 10 puissance 23 particules. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et donc, moi, je pense que maintenant que les 3/4 des groupes sont passés aux boîtes, le seul ennemi vraiment sérieux qui reste pour avancer par rapport à la matière condensée, en tout cas, c'est la température, parce que les températures qui sont TF sur 20, ça reste quand même un peu élevé. Mais le désordre, c'est plus un problème. Alors, il y a d'autres façons, hein. Tu mets des impuretés lourdes, tu mets des atomes lourds et des atomes légers. Où tu mets deux réseaux optiques, l'un des réseaux va piéger les atomes avec une masse différente. C'est-à-dire, tu les pièges, ils ne bougent plus, et ils servent d'impureté pour les autres atomes. Donc il y a des gaz qui ne sont pas uniquement monoatomiques. Alors. Tu peux utiliser des gaz de... Alors, ça, c'est une autre histoire. Tu peux mettre deux espèces d'atomes. Tu peux, par exemple, mettre un potassium et un rubidium et les contrôler avec deux réseaux optiques différents. Donc, par exemple, le potassium va être mobile, le rubidium va être localisé. Donc ça, tu peux faire. Après, les gens essayent maintenant aussi de faire des systèmes dipolaires, parce qu'ils voudraient réintroduire l'interaction à longue portée. Donc, il y a des très belles manips dans le groupe de Francesca Ferlaino, par exemple, à Innsbruck, avec des systèmes dipolaires, qui ont un fort moment dipolaire, où ils ont montré la formation d'un supersolide. C'est-à-dire un machin où il y a à la fois une modulation de la densité, mais en même temps, le système est suprafluide. Voilà, donc ça permet de s'amuser. Mais je crois que c'est vraiment génial si on voit ces systèmes-là vraiment main dans la main avec les systèmes de matière condensée. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, il ne faut pas dire « Ah ouais, eux, ils peuvent tout faire, matière condensée, on ne peut rien faire ». Ce n'est pas vrai du tout. C'est vraiment essayer de se dire, si j'ai un truc que j'essaye de comprendre, où est-ce que je peux trouver le meilleur truc pour sonder cette partie-là. Et c'est vraiment comme doubler l'arsenal des techniques qu'on avait avant. Justement, sur cette amitié matière condensée, atome froid, tu as parlé de champ de jauge et d'interaction. Alors, on pense à l'effet Hall quantique fractionnaire où tout n'est pas compris. Oui. Donc est-ce que là, par exemple, les avancées sur les simulateurs quantiques, les manips, je ne sais pas exactement où ça en est. Alors, je sais que c'est une des directions, mais est-ce que ça a permis de faire le tri déjà? C'est encore un peu chaud pour le moment, enfin si j'ose dire au sens propre. Et donc il y a, je dirais principalement 3 et 4 groupes avec le groupe de Jean Dalibard qui a fait des manips absolument magnifiques là-dessus, avec je dirais des systèmes où ils ont l'équivalent de 11 chaînes tu vois, en parallèle. Donc il y a le groupe de Falani Ollens, il y a le groupe de Spielmann Maryland, donc le groupe de Jean. Et donc pour le moment, ce qu'ils ont fait, c'est réaliser des particules libres et mesurer l'effet Hall quantique. Thierry, j'ai une nouvelle terrible pour toi. Oui, vas-y. Au moment où tu parles, le soleil est en train de s'éclipser. Oh là là, il va falloir que je fasse comme voilà, et Tintin je dans le pense temple que du tu as dit soleil. des choses qui ne peuvent plus au soleil et il est en train de s'éclipser. Ah oui, oui, non, mais là je peux m'arrêter de parler et on va tous voir aura du l'éclipse. mal à le voir, mais On va voir l'éclipse. on a des Le soleil, images on va directes de continuer à l'Observatoire de discuter Paris. pendant le repas, voilà. Non, mais donc, pour le moment, c'est essentiellement, ils n'arrivent pas à booster leurs interactions suffisamment, mais ils sont en train d'y travailler. Donc nous, on est en collaboration, par exemple, avec le groupe de Falani, et on espère avoir des résultats théoriques et expérimentaux où on va voir des choses un peu plus en interaction forte. Parce que du côté des champs de jauge, c'est Alors, plutôt le champ de bon. jauge, ils te foutent un quantum de flux par plaquette, les doigts dans le nez, les mains dans les poches. Les interactions toutes Ah non, seules, ça a l'air de bien marcher aussi. On va faire ça.
vous assure, essayez, vous verrez. C'est les deux pas ensemble facile. qui posent difficulté, parce que les interactions fortes toutes seules aussi, tu Oui, disais de moins c'est l'infini les à deux plus ensemble, parce l'infini. que tu vois, pour avoir le champ de jauge, ils sont obligés de foutre des lasers pour faire les transitions Raman. Du coup, il y a certains atomes qui peuvent utiliser, ils n'ont pas forcément la résonance de Feshbach pour ces atomes-là. Si maintenant ils veulent augmenter l'interaction, la technique, ça consiste à augmenter les barrières. Mais si tu fais ça, en fait, ce que tu fais, c'est que tu baisses l'énergie cinétique, donc l'interaction relative augmente, mais la température aussi. Donc tu ne peux pas trop jouer, il y a toujours un prix à payer. Et avoir résonance de Feshbach, effet Raman, en plus sans chauffer, parce que quand même, tu as des pulses, voilà. Donc pour le moment, ben voilà, ils y travaillent. Je veux dire, c'est un domaine, il faut voir quand même que c'est un domaine qui a 20 ans, je veux dire. Pas l'optique quantique, hein, mais l'optique quantique orientation matière condensée comme ça, c'est un domaine qui a 20 ans, qui est super jeune. Et moi, je dirais, la quantité de boulot qui a été accomplie dans cet intervalle est colossale. Donc, ils y arrivent. Je dirais, là, par exemple, les manips de Greiner sur le modèle de Hubbard, c'est spectaculaire. C'est pas encore craquer le problème. Mais on sent bien que, voilà, on attend 10 ans de plus. Normalement, j'espère qu'on devrait y être. On va arrêter là. Oui, et on va aller regarder le soleil.